Maître John Philpott. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. c'est un honneur d'être avec vous et avec Jambo. Alors, on a voulu vous inviter parce qu'actuellement, nous sommes interpellés par une actualité autour du dossier rwandais, une actualité qui se passe en France, à savoir qu'en ce moment même, il y a le corps d'un homme politique rwandais qui est actuellement dans une morgue quelque part à Orléans, et aussi bien l'Église catholique d'Orléans que les autorités d'Orléans refusent de l'inhumer. C'est une actualité évidemment un peu macabre, et nous sommes d'autant plus interpellés que l'homme dont on parle est un homme qui a été accusé de lourdes charges et qui a été acquitté, jugé et acquitté par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et malgré cet acquittement, la raison pour laquelle les autorités refusent de l'inhumer est qu'il est toujours présenté par les médias français comme étant un des auteurs présumés du génocide au Rwanda. Alors cet homme, c'est Protais Zigiranyirazo, dont vous avez été l'avocat devant le TPIR, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous entretenir avec vous pour un peu comprendre, savoir qui était Protais Zigiranyirazo et comprendre ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup, c'est important. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui était Protais Zigiranyirazo, quelle fonction il a occupée? Protais Zigiranyirazo, né en 1938, et était un homme public au Rwanda. Il avait été dans des ambassades et il est devenu préfet de Ruhengeri. Il était parrain d'une équipe sportive. Il était très connu et il a géré la préfecture de Ruhengeri de façon, je pense qu'il a beaucoup réussi, il y a beaucoup de développement dans le gouvernement Habyarimana à partir de 1973. C'était un peu un symbole du gouvernement Habyarimana. Et on verra après les suites, on vous parlera de ce qui s'est passé avec lui et avec la guerre. Alors, je sais qu'il est très respecté par beaucoup. D'autres personnes ne l'aiment pas, mais c'était un homme d'État qui a géré sa préfecture de façon très satisfaisante. Et avant 1994, quelle fonction occupait-il? Il était préfet de Ruhengeri. Avant 1994, en fait, en 90, vous dites 90, il est allé étudier au Canada et il était absent du Rwanda pour presque 3 ans. Il est au Canada en train d'étudier. Ma ville natale à Montréal. Ma ville de résidence, pas natale. Et alors, à la fin des années 1990, il a été arrêté et conduit devant le TPIR pour être jugé. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi était-il accusé devant le TPIR et quelles furent les conclusions en première instance et en appel concernant son cas? Protais avait fui à Nairobi après la prise du pouvoir. J'appelle ça la guerre. Et en 2002, il a réussi à obtenir un passeport pour se rendre en Belgique. En Belgique, en juin 2002, il a été reconnu à l'aéroport et il était arrêté. Il est venu comme un réfugié, il est arrêté, détenu, et le tribunal international pour le Rwanda est informé qu'il était là, et ils ont dressé un acte d'accusation pour l'accuser de série de crimes, et il était transféré, selon le statut de ce tribunal, à Arusha, vers septembre ou octobre 2002. Okay. Et alors, il a été accusé d'une série d'accusations et je vais les simplifier. Ils sont légèrement plus compliqués que ce que je dis, mais à Rubaya, proche de Gisenyi, l'usine de thé à Rubaya,
le 8 avril, après l'assassinat de M. Habyarimana, les Tutsis se sont mis sur la colline de Rubaya et les Hutus de la région les ont attaqués. Il y a eu des morts, probablement assez bon nombre, je ne sais pas combien. On disait que M. Zégaranyiraso était sur cette colline le 8 avril 1994. On va se rappeler, c'est 2 jours après l'attentat. On a dit aussi que le cercle proche du président s'était rencontré pour planifier le génocide des Tutsis. Et c'était l'année 1994 parce que le tribunal traite de l'année 1994. Et une date importante qu'ils avaient dit, c'est le 8 février 1994. On verra. Alors ça, c'est le complot pour faire le génocide. Complot est différent de planification. Complot, c'est comme si vous et moi, on décide de voler un magasin ce soir, ici à Bruxelles. Vous et moi, on s'entend. C'était pas planifié. Alors, il est accusé de s'être entendu pour commettre un crime, le crime de génocide, si c'était vrai, bien sûr. C'était pas vrai et c'était pas prouvé. Il y avait aussi quelques autres accusations sur des barrages, dont une accusation pour un barrage à Gessagny, pas loin de la frontière, et 2 barrages à Kigali, pas loin de chez lui, à Kiyovu, où M. Zégaranyiraso aurait été sur le barrage pour dire Interahamwe, tuer ces Tutsis. Ça, c'est grosso modo le procès de Protais Zégaranyiraso. Okay? Alors, je peux vous expliquer. Évidemment, c'était tous les mensonges, parce que M. Zégaranyiraso, en fait, c'est un homme assez gêné, assez retiré, qui ne s'exprime pas beaucoup, et c'est totalement contraire à son caractère de faire ça, mais ça, ce n'est pas une preuve d'innocence. Je peux vous expliquer maintenant l'approche que nous avons prise dans cette défense, si vous voulez maintenant. Oui, ça, et aussi surtout ce que les juges en ont dit. J'explique. Le procès a duré 70 jours. C'est beaucoup de procès. C'est de 9h à 5h, avec 2 heures pour le lunch. Et les témoins, je considère syndiqués du Rwanda, sont venus témoigner pendant les premiers 35-40 jours. Nous les avons contre-interrogés comme on fait dans un procès. Grosso modo, ils ont, pour le procureur, on a amené des témoins de Rubaya, dont certains de leurs amis avaient été tués, puis ils ont tout dit que Protais Zégaranyiraso les a dit « Allez tuer ce monde, allez tuer ces gens-là ». Ces gens-là avaient déjà témoigné dans les procès des juridictions nationales à Kigali. Ils avaient toutes fait les déclarations écrites pour décrire cet événement qui n'était pas c'était déplaisant et ce n'était pas justifié de tuer les Tutsis sur cette colline-là. Ils n'avaient jamais mentionné Protais Zégaranyiraso. Pourtant, c'est un homme connu, c'est à l'époque un homme connu de presque tout le monde au Rwanda, tant au nord qu'au sud. Alors, nous avons, avec nos enquêteurs, parce que quand je dis, c'est pas moi, c'est nous, l'équipe de défense, nos enquêteurs, 2 avocats, nous avons confronté ces témoins avec le fait qu'ils n'ont pas mentionné M. Zégaranyiraso. C'est important, je pense, parce que le test d'un juge, c'est est-ce qu'ils sont crédibles. OK? Ça, c'est un aspect de la défense, de montrer qu'ils ont probablement menti parce qu'ils n'ont pas mentionné M. Zégaranyiraso. D'autre part, on se rappelle, le 8 avril, c'est 1 journée et demie après l'assassinat.
nous, on a mis en preuve, on parle toujours des preuves, le fait que M. Zigragno-Razo a quitté Kiovu et le matin du 7, il est allé à Kanombe, dans la maison du président, où la famille commençait leur deuil. Et vous, comme Rwandais, vous avez une tradition de deuil qui ne peut pas changer. Vous faites ça quand quelqu'un meurt. Je me souviens pas combien de jours, mais c'est 3 ou 4 jours de deuil qu'ils font. Et Protais était là. Ça ne suffit pas simplement de le dire. On a eu des témoins de la famille, de familles pas si proches, parce qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont allées au deuil. Et ça s'appelle un alibi, comme si je suis accusé de meurtre à Montréal. Et nous avons John Philpott ici à Bruxelles le samedi 5 septembre. OK? Alors, j'aurais mon alibi pour un meurtre à Montréal. Protais avait un alibi pour avoir incité la mort des Tutsis à Rubaya. Ça, c'est un des points centraux de la défense. Et quand il a quitté Kigali, il ne pouvait pas aller traverser Kigali, puis aller à Rwangari, puis jusqu'à Gisenyi. Non, ils ont passé vers le sud de Kigali. Ils ont traversé, proche de la frontière, Bugesera, je pense que ça s'appelle. Ils ont tombé sur la route de Butare, Gitarama, puis une route de Gitarama derrière, je ne sais pas exactement le terme, mais Murambi peut-être, pour se rendre éventuellement à Rubaya. Et on avait le docteur Bararingana, beaucoup de membres de la famille qui ont décrit clairement le parcours de M. Zigragno-Razo le matin du 7 jusqu'au 12 lorsqu'il est allé à Rubaya, qui est à côté de Gisenyi. Donc ça, c'est son alibi. Et on a eu beaucoup de collaboration pour ce procès-là. Et toute personne comme vous, comme des gens qui écoutent cette émission, vont certainement comprendre que Protais Zigragno-Razo ne pouvait pas être sur la colline de Rubaya le 8 avril. Maintenant, il faut voir les témoins, mais les juges ont vu les témoins. Ce n'est pas aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de juger, mais ils vont comprendre. Ça, c'est un aspect du procès qui, on reviendra. Vous me poserez la question, on appelle c'est une erreur technique, j'expliquerai ça après. D'accord. L'autre aspect du procès, c'est que, est-ce qu'il y a eu une entente pas une complot, mais une entente pour commettre le génocide. Oui, c'est à ça que j'allais venir. Parce ça, qu'on entend c'est souvent pas parler planification. d'un réseau zéro, d'escadron de la mort. Alors, à partir de 91, et les organisations des droits de l'homme ont dit que la famille Habyarimana, le réseau zéro, Christophe Mfizi, qui a témoigné, l'affaire de Léon Mugesera, je pense, on dit que les gens autour de M. Habyarimana et sa femme surtout, parce qu'on fait une mythe du pouvoir de Mme Kanziga, qui à mon avis c'est un mythe, mais on disait qu'eux, ils ont comploté le massacre des Tutsis. Bon, alors, ils ont dit que ces gens, l'Akazu a planifié, puis le terme Akazu était omniprésent dans les médias et dans la vie politique au Rwanda. Et la vie politique était très chaude au Rwanda parce qu'on avait la guerre qui a commencé le 1er octobre 1990. On avait les partis d'opposition qui se sont alliés au FPR. Ils sont venus à Bruxelles pour
faire des rencontres, même si le FPR avait tué beaucoup de gens, surtout dans le nord, à Byumba et Rungari. C'était très politisé et à l'époque de la fin de la guerre froide, le concept de multipartisme était très fort. Il fallait avoir beaucoup de partis. Et M. Habyarimana avait été d'accord pour faire des multipartismes. Les partis d'opposition se sont alliés en bonne partie au FPR parce qu'ils voulaient avoir accès au pouvoir au Rwanda par la force des armes, avec alliance avec le FPR. Le FPR voulait prendre la force. Alors, au procès de Protet, la question, est-ce que ce groupe autour du président avait planifié de tuer les Tutsis? Bon, évidemment, ce n'était pas vrai. Je sais que ce n'était pas vrai, mais ce n'est pas ça qui suffit. Pour un procès, ce qui s'est passé, les partis de l'opposition, les membres qui sont ici à Bruxelles maintenant beaucoup, certains sont vieux, certains sont morts, mais ils sont venus témoigner en 2005, 2006, 2007 pour expliquer aux juges, les trois juges, les juges qui écoutaient le procès, Monsieur le juge, Madame le juge, nous étions dans l'opposition, nous étions opposés au gouvernement Habyarimana. Nous ne croyons pas au parti unique. On croyait qu'il était corrompu. Moi, je ne dis pas c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Mais nous avons, pour avoir le pouvoir et pour démoniser la famille Habyarimana, nous avons utilisé surtout le terme Akazu, la petite hutte, et il y a eu beaucoup de ralliements des partis d'opposition pour demander à l'Akazu de quitter le pouvoir. Les membres de l'opposition ont expliqué, Madame le juge, on a inventé ce terme-là. On n'avait aucune preuve de ça. On a utilisé ce terme dans les médias pour essayer pour que M. Habyarimana quitte le pouvoir. Nous avions tort, nous avions menti au public. Et 4-5 témoins, même un témoin du parti PL est venu dire la même chose, qui éventuellement il est mort à la Gachacha. Alors, et le procureur n'a pas pu montrer une rencontre qui les gens se sont entendus pour tuer des Tutsis. On parle de l'entente nationale ou locale, mais nationale. Ils n'ont pas pu trouver ça, comme si vous et moi, on s'entend pour aller voler un magasin après, mais monsieur qui prend des photographes pourrait dire, mais John, on a parlé de faire ça. Alors, ils n'ont pas pu faire cette preuve-là. Alors, dans ce cas-là, les juges ont dit qu'il n'y a pas de preuve de complot, de se mettre d'accord pour commettre le génocide, parce que la preuve n'existait pas. Ils ont dit qu'un Akazu existait, mais ils n'ont pas commis les crimes, parce qu'il y a peut-être un entourage autour du président, mais c'est des amis. OK, ça finit là. Mais ils n'ont pas planifié de commettre des crimes. Alors ça, c'était... dans le premier jugement, cette partie, on a gagné. Il y avait aussi 2 ou 3 barrages routiers où Protet serait allé tuer les Tutsis. Ça, c'est tombé, c'était pas fort du tout. La preuve du procureur n'était pas crédible et celui-là, ces causes-là ont été écartées dans le procès. Alors, dans le jugement de première instance, on a gagné sur toute la ligne, sauf Rubaya. Les juges ont dit non, on ne croit que Protet Zigranyirazo n'était pas à Kanambe le 8 et il était à Rubaya. OK.
Alors, Protet était trouvé coupable de ça en première instance. Nous sommes allés en appel et nous estimons, et les juges n'ont pas compris, les juges de première instance n'ont pas compris qu'est-ce que c'est un alibi. OK? Alors, les juges d'appel, on a trouvé un autre témoin en appel qui nous a aidés pour confirmer l'alibi, mais les juges en appel ont dit non. Les juges ont examiné cette question sur l'alibi pour Roubaïa, un vrai événement regrettable qui se produit, mais c'est évident aux juges que ce Zegaragny-Razo était à Canombé. Dans leur façon de parler, il dit ce n'a pas été prouvé hors de doute raisonnable, ça c'est le principe. Mais les juges ont dit non, on va l'acquitter de ce crime-là. Donc, en novembre 2009, M. Zegaragny-Razo a été acquitté. Avec raison, parce que quand un tribunal de ce genre-là, avec beaucoup de moyens financiers, beaucoup de pouvoir et évidemment le gouvernement du Rwanda à son côté, avec le gouvernement de la Belgique qui appuyait, le gouvernement de la France, tous les gouvernements de l'Occident ont financé ce tribunal, y compris le Canada, je suis Canadien. Ils n'ont pas pu prouver que Protet Zegaragny-Razo a planifié le génocide, qui a incité les gens à tuer les gens à Roubaïa, et alors, il est acquitté. Ce n'est pas une défense technique, c'est une défense factuelle. Et au-delà de ça, je pense qu'au niveau du TPIR, c'était plus facile politiquement de condamner que d'acquitter, je suppose. Ça, c'est une autre question, et moi, je partage votre avis. On nageait contre une expression que j'ai dit au Québec, on nageait contre le courant dans tout, OK? On montait le fleuve en train de nager parce que le courant était contre nous, OK? C'était très difficile. Puis c'est un tribunal qui était plein de problèmes qu'on pourrait en parler à la fin de notre entrevue. Et on devrait faire une table ronde pour évaluer ce tribunal-là parce que, au-delà de l'acquittement de M. Zegaragny-Razo, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a aussi moi je suis convaincu qu'il y a certaines erreurs de jugement dans d'autres dossiers, OK, de trouver les gens coupables. Mais ça ne fait pas partie de notre entrevue parce que Protet Zegaragny-Razo, c'est un cible du FPR, c'est un cible du procureur, et il a été acquitté. On doit en dire, c'est de bonne guerre, OK? Ils ont tout essayé. Nous avons amené les témoins. Probablement quelqu'un de votre famille est venu témoigner, je ne sais pas, mais c'est impossible de dire que Protet Zegaragny-Razo était coupable d'incitation à un génocide, à les faire tuer, d'avoir comploté. C'est impossible. Et il est acquitté. Okay. Merci beaucoup pour les explications donc, par rapport aux raisons de l'acquittement. Alors, il y a quelque chose qui nous interpelle fortement. Donc, il y a un acquittement au niveau international. Et je crois que même par rapport à la discussion qui revient souvent dans les médias de l'existence d'un réseau autour de la CASO qui aurait planifié, il y a même eu une juridiction française qui s'est récemment prononcée dans le cas de Madame Habyarimana, je pense, et qui est allée dans le sens d'un non-lieu aussi. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça, comme ça je continue avec je vais vous la question expliquer. suivante. Oui. Le saga judiciaire de Madame Kanziga, je le suis. Je ne suis pas l'avocat de Madame Kanziga, mais ça fait très longtemps, tant au niveau de accès au statut de réfugié, d'avoir ses papiers, de possibilité d'accusation criminelle, parce que la France exerce cette juridiction universelle. Toutes les preuves ont été examinées et finalement, la Cour a ordonné, je n'ai pas la date devant moi, mais c'était il y a 2 semaines environ, OK, je n'ai pas la date avec moi, un non-lieu. Un non-lieu veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Et le jugement n'est pas public encore, mais d'après ce que j'ai compris, le
le jugement, j'ai compris que le jugement était très fort en sa faveur, et le juge a même dit que Madame Kanziga est plutôt une victime qu'un protagoniste dans la guerre au Rwanda. Et nous attendrons le procureur fait appel. J'ai l'impression que ça ne gagnera pas. Moi, je ne peux pas dire ça parce que je ne suis pas avocat en France et puis je ne donnais pas de prédiction. Sauf que j'ai compris que c'est très fort le jugement. Et d'ailleurs, nous savons tous qu'il n'y a rien qu'elle a fait. Elle est partie le 9, non? Le 9, je pense, de Kigali. Et le 9, je pense qu'elle est évacuée par les Ok. autorités françaises. Donc, ça c'est très important pour l'histoire du Rwanda. C'est très important, interrelié avec l'histoire de Protais Zigaranyirazo. Et ce qui est choquant, c'est que je dis que les victimes, je considère Mme Kanziga une victime d'un attentat par le FPR. Je considère Protais Zigaranyirazo une victime d'une machination judiciaire par le FPR et le procureur du tribunal international pour le Rwanda, et il est acquitté. Puis nous pouvons regarder ce qui s'est passé avec M. Zigaranyirazo depuis novembre 2009 jusqu'à son décès le 3 août 2025, soit Alors, 16 ans. Ça, on va y arriver également, mais peut-être ce qui nous interpelle et ce qu'on voulait vous demander, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer la différence de traitement donc, entre, d'une part, une personne qui a été acquittée par le tribunal pénal international pour le Rwanda, d'autre part, même si le procès n'est pas encore fini, il n'y a même pas eu de procès, la procédure pour l'instant contre Madame Kanziga qui tend vers un non-lieu actuellement. Comment expliquer qu'il y a donc une juridiction qui a eu des 2 milliards d'euros de budget, qui a fait un procès pendant 70 jours, donc qui aboutit à un verdict, et d'autre part qu'en France, il y a des médias, par exemple, je prends l'exemple de Libération, il y a l'évêque d'Orléans, il y a la mairie d'Orléans, confirmée par le tribunal administratif, qui, malgré ce jugement, continue à relayer une narrative qui est complètement contraire à ce que les institutions qui sont en charge de déterminer le pour et le contre ont déterminé. Comment expliquer cette différence? Nous vivons en Occident. Je vis au Canada, vous demeurez en Belgique. La démonisation des Africains, le discours qui accompagnait la prise du pouvoir du FPR au Rwanda, les intérêts économiques au Congo, anciennement le Zaïre, la conquête de l'Occident, de l'Afrique centrale, le néocolonialisme qui règne est omnipuissant dans nos médias occidentaux, tant pour vous et en France, tant en Europe, qu'au Canada et aux États-Unis. Les médias manquent beaucoup d'indépendance, et ça, c'est un sujet qui va au-delà du problème de M. Zigaranyirazo. Ça nous affecte tous dans toutes les questions de guerre et de paix, et ça nous déchire actuellement terriblement. Alors, cette mythe-là, et beaucoup de ONG ont reçu beaucoup d'argent pour promouvoir cette histoire-là. Il y a encore des intérêts qui veulent protéger Paul Kagame comme un homme qui a rendu le Rwanda propre. Et évidemment, il y a encore beaucoup de pauvreté au Rwanda. On le sait quand on sort de la centre de la ville. Alors, ce problème des médias, c'est un problème qui nous touche tous. Et félicitations à Jambo pour essayer de faire un contrepoids à ces discours, parce qu'on va finir, tant Jambo que d'autres moyens de communication, on va finir par triompher.
Mais c'est une bataille à longue haleine. Alors, j'appuie encore, je reviens toujours sur la même question. Moi, personnellement, à la base, j'ai une formation de juriste. Et l'une des premières choses qu'on apprend à l'université, c'est un des principes généraux qui est hérité du droit romain, qui dit res judicata pro veritate habetur. Le Donc, là, principe de res judicata, c'est très important. donc c'est un Une fois principe. c'est jugé, c'est fini. Ouais, C'est presque impossible de changer res judicata. c'est ça. Donc, en principe, Ok. que la chose jugée doit être vraie pour tout le monde. Oui. Cela ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais cela veut dire que, quelle que soit notre opinion sur une décision judiciaire, on doit la respecter dans une société. C'est l'un Absolument. des principes fondamentaux qui distingue une démocratie d'une république bananière. C'est le respect du principe de droit. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment ça se fait qu'en France, qui est censé être le berceau des droits de l'homme, qui a comme pilier ce genre de principe, comment ça se fait que dans le cadre du dossier rwandais, on le bafoue de manière aussi décomplexée, alors que si c'était un dossier français, on ne respectait pas une décision judiciaire, ça ferait scandale, mais le président Macron serait interpellé, ce serait un scandale, ce serait impensable. Comment ça se fait que pour le dossier rwandais, on bafoue ça, y compris les autorités et les médias, de manière aussi décomplexée? Mais se rappeler que la France a financé le tribunal international pour le Rwanda. Il incombe à la France, tant la France qu'au Canada, que la Belgique, que les États-Unis. Les États-Unis ont financé aussi de respecter les jugements de ces tribunaux-là. Et nous avons vu un grand nombre de personnes acquittées qui n'ont pas pu rejoindre leurs familles qui vivent tant au Luxembourg qu'en France. OK? Alors, c'est un problème de gouvernance de nos États occidentaux qu'il faut changer. Oh, okay. Tant au niveau du Rwanda que d'autres instances politiques et juridiques. Et c'est honte, je dois dire au Canada, de ne pas permis M. Butch-Mimpaka, Jérôme, Donc, qui était ministre des Affaires étrangères, oui, qui a également été acquitté. D'aller rejoindre, exactement, sa famille qui vit à Montréal. Puis, malheureusement, il est mort d'un cancer, je pense, mais je ne veux pas parler des causes de mort, en 2022 à Nairobi. Alors, nous avons un problème en Occident qui se disent pour les droits de l'homme, mais ils n'appliquent pas quand il s'agit d'Africains, particulièrement rwandais, qui ont été érigés en génocidaires, en étant sous-humains, en étant sauvages peut-être. Il y a toutes sortes de façons de caractériser les Rwandais qui sont évidemment pas vrais. OK? Et nous devons changer. En fait, moi je pense que nous devons changer nos sociétés pour respecter le Sud. Et ça, c'est une bataille à longue haleine qui va continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. J'en profite pour embrayer peut-être avec ma prochaine question. Lorsque vous parlez de bataille, justement, je pense qu'on est dans les sociétés occidentales, elles sont caractérisées par des mécanismes au niveau des tribunaux, justement, pour mener ce genre de bataille. Est-ce que finalement, ceux qui bafouent, par exemple, je prends l'exemple de M. Vincent Duclerc, je prends l'exemple de certains médias qui disent des propos qui vont contre un verdict, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas une procédure en diffamation possible ou bien devant d'autres juridictions? Duclerc est risible. Je n'ai pas vu son rapport qui est publié il y a 4 ans. Je n'ai pas lu son rapport. Oui. Mais je l'ai vu aux médias qui disaient « Oh, mais Zigaren Yarazo. » Oui, il était acquitté. Il était acquitté. Le tribunal international pour le Rwanda touchait juste l'année 1994. Mais M. Zigaren Yarazo a planifié le génocide avant 1994. Il sait strictement rien. Protais Zigaren Yarazo était à Montréal en train d'étudier. Il vivait sur la rue Colebrook. Je sais la rue, il vivait à Montréal de 90 à 93, jusqu'à septembre 93. Alors, comment il aurait pu... Et à l'époque, il n'y avait presque pas d'Internet, un petit peu. OK. C'est risible. Duclerc est risible.
Mais il n'y a pas de procédure possible, une procédure en diffamation en France? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? C'est pour M. Zegaranyirazo et sa famille, pour vous comme Rwandais en exil, c'est souhaitable de trouver des solutions judiciaires, juridiques pour contrer le mensonge et s'opposer à la diffamation qui est présente dans les médias. Je ne suis pas expert en diffamation en Europe. Au Canada, je suis pas expert, mais je connais les règles. Alors, il est souhaitable que vous, je ne parle pas de vous personnellement, vous comme communauté et à la famille de M. Zegaranyirazo et possiblement la famille du président, c'est leur décision d'essayer de corriger les torts et les mensonges. J'aimerais revenir avec vous sur le long séjour des acquittés et les gens libérés, tant à Arusha qu'au Niger, mais je ne sais pas quand vous voulez mentionner ça. Oui, peut-être, oui, on peut en parler. La question que j'allais vous poser va un peu dans ce sens-là. C'est pour savoir si vous avez parlé du financement. Je crois que c'est un financement important auquel la France a participé, le Canada a participé. Au total, donc on parle d'un budget de près de 2 milliards de dollars américains, ce qui est pas J'ai compris rien. que c'est ça le chiffre. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt du TPIR et de tous ceux qui ont financé de faire respecter les décisions? Parce qu'en faisant respecter les décisions, même des personnes acquittées, ça permet aussi de permettre au public de mieux accepter même les verdicts des personnes qui ont été condamnées, quel que soit ce qu'on en pense, que ce soit condamnation. C'est fort souhaitable. C'est fort souhaitable. Je dois vous dire que sur le site web du TPIR, après l'acquittement de M. Zegaranyirazo en 2009, sur le site web, il y avait encore des petites histoires en vidéo sur l'Akazu jusqu'à 2011-2012. Donc, la relation publique était encore en train de promouvoir le discours mensonger. Parce que ça faisait partie, la main droite faisait la propagande pour justifier le tribunal, et les juges ont décidé, de bon droit, que ce n'était pas vrai. Alors, ça, c'est un des problèmes. Le TPR devrait forcer le respect de ces jugements, et ça appartient aux Nations Unies. Parce que le TPR, c'est une émanation des Nations Unies. Oui, juste une petite parenthèse justement à propos de ce site web. En 2014, on avait eu l'occasion de rencontrer le président du TPIR, c'était le juge danois, je ne sais plus très bien son nom parce que c'était un nom assez compliqué. On lui avait posé la question spécifiquement de la communication du TPIR qui est à l'encontre de ses propres jugements. Et lui, il regrettait ça. Il disait effectivement, il mettait ça sous la responsabilité de la cellule communication, effectivement. Mais c'est vrai que c'était un élément que même le président regrettait, était interpellé par rapport à ça. Mais la question de manière plus générale que je me demande, donc c'est par rapport à l'héritage même du TPIR. Donc le TPIR est un tribunal qui a été mis en place donc, le 8 novembre 1994 dans le but d'aider les Rwandais à comprendre leur histoire, dans un but de se réconcilier. Alors, le TPIR a été beaucoup critiqué sur un des aspects, à mon avis, c'est peut-être le manquement le plus important, c'est le fait qu'alors qu'il devait poursuivre tous les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide commis sur toute l'année 1994, il y a toute une partie des crimes qui n'ont jamais été poursuivis, à savoir ceux qui ont été commis par le FPR. Donc ça, c'était peut-être un premier élément qui entachait son bilan. Mais maintenant, si même les éléments sur lesquels, les jugements sur lesquels il a mené des procès, pour lesquels il y a une jurisprudence, il ne fait pas tout qui est en son pouvoir pour les faire respecter, est-ce que ce n'est pas une manière, malheureusement, de réduire à néant son héritage, alors qu'au moins sur ça, on pouvait tirer des enseignements? Absolument. Et je vais vous dire, Protais Zegaranyirazo est arrêté à Bruxelles en 2002. J'ai fait une requête. Une requête, c'est une demande à la Cour de dire, OK, M. Zegaranyirazo est acquitté. Ordonnez le tribunal de le ramener où il était, où tout a commencé. Amenez ça à l'aéroport de Zaventem, puis mettez-le là, où vous l'avez sorti, vous l'avez pris de là-bas, et le Belgique va voir qu'est-ce qu'il va faire avec lui.
présumément, il aura demandé le statut de réfugié en 2009, 10, OK? Il aurait vécu avec sa famille, soit en Belgique, soit à Orléans. Et peut-être il serait même encore en vie parce qu'il aurait été plus heureux que quand il était, à mon avis, semi-prisonnier de novembre 2009 jusqu'à sa mort. Il est encore semi-prisonnier ou 3/4 prisonnier. Parce que, avec beaucoup d'autres personnes, des hommes acquittés ou avaient purgé leur peine, et on ne les laissait pas retourner avec leur famille. Pour être un bon exemple, M. Benjamin Pack et un autre, André Tagarora, Anatole Nsengiumva, Tarsis Muvunyi, plusieurs d'autres aussi, ils ont été dans, on appelle ça en anglais un safe house, une maison sécurisée. Ils ne pouvaient pas même avoir une carte d'identité en Tanzanie. Ils ne pouvaient pas avoir un compte de banque. Ils pouvaient circuler. Ils ne pouvaient pas quitter la Tanzanie. Il y a même une histoire d'un détenu qui a tenté d'aller à Burundi. Il est arrivé à la frontière, puis on l'a attrapé, on l'a ramené. Ces gens, les hommes, n'étaient pas libres. Ils avaient entre 50 et 80 ans environ. Ce n'est pas une façon de vivre, de ne pas pouvoir être avec vos familles, les gens qui vous aiment, que vous aimez. Alors, ça, c'est une faillite du tribunal international pour le Rwanda, les gens acquittés et les gens qui ont purgé leur peine. Parce que certaines personnes ont purgé une peine de 5 ans ou 6 ans. Mais, OK, quand vous purgez, si vous volez quelque chose ici, on vous met en prison pour 3 ans. Après 3 ans, vous sortez, vous rentrez chez vous. OK? Et ça, c'est un problème. L'autre aspect de ce problème qui est tellement choquant, c'est que finalement, le Niger, qui est un grand pays assez chaud, qui est musulman, un climat très différent du Rwanda, et je ne suis pas contre le Niger du tout, hein. J'ai rien contre le Niger, mais c'est quand même très différent pour les Rwandais qui sont accoutumés au climat du Rwanda ou de la Tanzanie, d'Arusha. Le 5 décembre 2021, on a envoyé 8 hommes au Niger avec la promesse d'avoir une carte d'identité. On donne une carte d'identité, la promesse on va vous loger pendant 1 an. Bon. 3 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, le gouvernement du Niger a enlevé les cartes d'identité. Et les hommes étaient sans recours, sans carte d'identité, on pouvait les déporter au Rwanda n'importe où. Ça, c'était. Et j'ai compris qu'il y a eu la pression du Rwanda ou de la France contre le Niger. Le gouvernement du Niger à l'époque était pro-américain, pro-français. Il était clairement dans ce camp au niveau de l'international. Mais ces hommes ont été maltraités. Puis ils ont vécu dans cette maison où ils n'ont pas de papier. Ils ne peuvent pas sortir sans être accompagnés par un militaire. Ils n'ont pas de compte à banque. Ils sont en train de tourner leurs doigts, attendre. Et 300 morts, y compris M. Zegranyirazo, M. Muvunyi, M. Nsengiumva, M. Zegranyirazo. Et il y en a, sans entrer en détail, il y a d'autres qui sont très malades. Alors, encore, le tribunal international pour le Rwanda ne traite pas bien
les acquittés, qu'ils ont quand même arrêtés, ils sont allés les prendre par la force, par la force du Conseil de sécurité. On dit, allez arrêter cette personne-là, amenez-le pour être jugé. Et un des exemples les plus tristes, et sans diminuer l'importance des autres, c'est M. Tagaroa qui était acquitté. En février 2004, je pense, ça fait déjà 21 ans qu'il... Vous savez le mieux, je ne savais pas que moi, mais février 2004. On est à 21 ans et demi. 25 ans, 21 ans et demi, OK? Il est encore au Niger. Je pense justement, vous parlez de ce cas qui m'avait interpellé, j'avais regardé les dates parce qu'il avait malheureusement également récemment perdu un de ses fils. Il n'avait même pas eu le droit de pouvoir aller enterrer son fils. Alors donc on parle d'un homme qui a été acquitté donc en février 2004, après avoir été emprisonné plusieurs années. Je pense que dans d'autres systèmes, je vois souvent beaucoup de procès aux États-Unis où des personnes qui ont été acquittées après avoir été emprisonnées ou même emprisonnées à tort reçoivent souvent des compensations, sont réhabilités dans la société. Et ici, on a l'impression que c'est une sorte de prison qui continue, une situation de non-droit, alors que qui est commise en fait par une juridiction pénale internationale, donc c'est-à-dire qui est censé qui est censé être le phare de la justice dans ce monde, donc avoir les standards les plus élevés. Comment peut-on encore croire dans la justice de ce monde lorsque elle est bafouée de manière aussi sur une période aussi longue? Là, on parle de plus de 20 ans pour M. Nagelula, par exemple. Comment peut-on encore croire en la justice, en tout cas en ce qui concerne le dossier rwandais? C'est toute une discussion. J'ai mes opinions et les tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité qui ne reflètent pas la souveraineté des pays manquent je suis pas d'accord avec leur existence. Et l'Afrique a tenté, avec la déclaration Malabo, de faire un tribunal international pour l'Afrique, pénal international pour l'Afrique. Ça semble être mort. Et les États du Sahel maintenant, les 3 États révolutionnaires du Sahel, sont en train de créer un tribunal régional. Je pense que ça vise surtout le terrorisme, okay? Parce qu'il y a beaucoup de terrorisme pour attaquer le Mali, le Bénin, non pas le Bénin, Mali, Burkina Faso et Niger. Okay? Ça, c'est toute une autre discussion, mais c'est une discussion importante pour moi comme juriste et pour vous personnellement et les gens qui vous écoutent, pour comprendre les enjeux des crimes de guerre qui sont commis et qui doivent être punis. Mais qui va les punir et comment, c'est un débat important parce qu'il y a beaucoup de crimes commis actuellement, surtout par les terroristes en Afrique. Ça ne touche pas d'autres théâtres de guerre que je n'embarque pas dans ces... Mais le M23, qui affecte directement, qui vient en relation directe avec le Rwanda, c'est tout un débat. Et moi, je suis convaincu que ça fait partie de l'armée rwandaise, mais on ne fera pas peut-être ce débat. Oui, c'est tout un débat. Je vous propose vraiment, je crois qu'on a eu déjà une entrevue très riche avec beaucoup d'informations. Je pense particulièrement pour les personnes qui ne connaissent pas le dossier rwandais, qui ne connaissaient pas le dossier de M. Zguillian Ilezo et ce qui se joue actuellement, vu qu'on en parle beaucoup dans les médias. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour cet échange et vous proposer de refaire à l'occasion un autre débat sur ces questions-là. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup, John Philpott. Merci.